Je recadre tout de suite ce que je vais vous dire. Tout ce que vous allez entendre, ce sont des jeunes qui me l'ont écrit de façon spontanée. Donc, comme l'a dit Roshan, il s'agit de jeunes en apprentissage, donc en alternance. Ils ont 20 ans. Ils passent des diplômes éducation nationale, mais travaillent en entreprise. Et tout de suite, là, vous m'imaginez comme si j'avais 20 ans. Je sais que c'est difficile. Et moi, j'en ai assez. Parce que j'arrive et j'ai des cours où on me balance un contenu classique. J'en ai assez parce que j'ai des cours où on me donne des problèmes à résoudre. Ça, c'est un peu plus interactif, j'aime bien. Et moi, je voudrais un scénario ouvert. Donc, je vous répète, j'ai 20 ans. Si j'en avais 50, je ne sais pas si j'aurais le même discours. Alors là, je me reprends la casquette formateur. Mon hypothèse, c'est que ces scénarios que j'appelle ouverts, ils vont permettre de réguler un peu mieux la motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, ça on pourra en discuter. Ils proposent une meilleure adéquation entre ces deux générations dont parlait Roshan et l'activité en entreprise. Ils mettent en avant des compétences qui ne sont pas souvent mises, des compétences qui sont liées à un concept que j'adore qui s'appelle l'apprentissage autorégulé, self-regulation learning pour ceux qui tapent sur Google, et puis surtout qui vont provoquer un renforcement que j'appelle d'ordre social. Je ne sais pas du tout, moi je ne suis pas universitaire, donc je ne sais pas du tout si c'est correct, mais c'est ce que je ressens. Donc là, je reprends ma casquette et je vais vous lister et vous lire quelques témoignages de ces étudiants. Donc, il s'agissait d'un scénario ouvert, sans aucune aide méthodologique. La consigne était la suivante, sur plus de 800 apprentis, créer un environnement de révision pour les examens qui arrivent, numérique bien sûr, nous sommes dans le numérique, pour vos camarades, vos collègues de travail. Alors, est-ce que ça fonctionne pour la motivation? Eh bien, la première chose que m'ont dit ces étudiants, nous savions que nous avions des atouts à faire valoir auprès des autres étudiants. D'accord. On voit vraiment là l'envie de se projeter et de montrer qu'on a d'autres compétences. Ensuite, la deuxième motivation, c'est dans le choix du sujet. Au final, l'anglais a primé. Car après réflexion, on s'est dit qu'avec ce système, on pourrait gagner 2 ou 3 points à l'oral. Là, on est vraiment dans l'énonciation de la récompense, de la motivation extrinsèque, hein, une note ou quelque chose comme ça. Après, pour la génération Y et Z, hein, qui sont souvent marquées par une envie de ludique, une envie de compétition, une envie de gagner, mais aussi souvent des craintes et des peurs. Là, voilà ce qu'ils me disent. Nous avions des atouts à faire valoir auprès des étudiants du CFA, car Maxime est très bon en maths, Corentin en management et François en anglais, de par nos études précédentes et nos parcours différents. Intéressant. Puis alors après, on arrive à l'auto-apprentissage régulé. Il y a 5 compétences: recherche d'objectifs, recherche d'aide, autorégulation de l'apprentissage, gestion du temps, du planning. Alors voilà ce qu'ils me disent. Je rappelle que ce texte est spontané, hein, je ne l'avais pas demandé. Recherche de l'objectif sur des étudiants apprentis qui ont eu avant un parcours scolaire désastreux. Je le remets en plus, puisque c'est comme ça que ça se passe chez nous. L'idée était donc lancée. Nous avons cherché le meilleur moyen de rassembler toutes les techniques basiques de mémorisation, et selon le caractère de chaque apprenant, nous voulions mêler visuel, auditif, réflexion, le tout dans un système assez ludique. Recherche d'aide, deuxième compétence SRL. Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maxime est très bon en maths, Corentin en management, François en anglais. On crée une équipe non plus basée seulement sur l'affectif, mais sur des compétences d'experts qui vont servir pour l'accomplissement du scénario ouvert. Gestion du temps. Nous avons aussi décidé de diviser notre travail. Un programme simple par cursus, afin que tous les cursus du BTS soient couverts et chacun a choisi une tâche. Stratégie de travail, quatrième compétence SRL. Nous avons établi une liste de mots utiles à chaque cursus, soit les BTS, ainsi qu'une liste bonus dédiée à tous les cursus, avec des termes ciblant l'apprentissage en général. Je rappelle que ce sont des apprentis qui n'ont jamais fait d'études de formateur. Suite à la création complète des vidéos, nous avons eu l'idée de mettre en place des exercices sur la plateforme. Nous avons monté une plateforme, mode facile et mode expert, pour un peu les gamifier. Autorégulation. Alors là, c'est là qu'on tombe. Ce projet nous a permis de mener une réflexion afin de mieux comprendre les attentes des apprenants. Pour ceux qui lisent un peu sur la métacognition et la connaissance récursive, ça fait peur, ça, ou ça fait plaisir. Et également,
de montrer qu'avec les outils disponibles aujourd'hui, la création numérique n'est pas insurmontable. C'est ce que je cherche à montrer à tous les formateurs au jour le jour. Et j'ai fini. Pour la conclusion, offrez des scénarios ouverts à vos apprenants parce qu'ils en ont besoin pour montrer des compétences qui ne sont pas souvent mises en avant par nos formations classiques, mais qui seront extrêmement utiles dans le monde. Ce statut de l'erreur est extrêmement compliqué à gérer pour beaucoup de gens. Le fait de dire oui, j'ai peut-être pas assez étudié, oui, je suis peut-être souvent en retard, oui, ceci, oui, cela, et oui, c'est de ma faute, et oui, je peux y faire quelque chose, je ne suis pas comme ça. Ce sont mes actions qui font ça. Et c'est très difficile pour les étudiants, et une manière de combattre ça, c'est d'incarner le contraire. C'est d'incarner le fait que oui, j'avoue que j'ai aussi des faiblesses, oui, je ne sais pas tout. Et on quitte là alors la posture de l'enseignant ou du formateur qui était censé savoir. Et le savoir n'était pas partout, il n'y avait pas Internet, les livres étaient chers. Et donc, c'est un changement de posture qui travaille sur le personnel, sur l'humain, qui est très compliqué. Je vois ça dans beaucoup d'écoles. Je travaille maintenant j'ai travaillé comme formateur très longtemps pour les adultes. Maintenant, je travaille dans beaucoup d'écoles. Et pour moi, c'est pas tellement compliqué d'expliquer comment désynchroniser une classe, par exemple, comment faire que Rachida soit au chapitre 12 et que Jean soit au chapitre 8 en même temps, en janvier, et que c'est pas grave et que c'est même chouette parce qu'ils peuvent s'entraider. Ce qui est compliqué, c'est de faire ce travail sur soi de changement de posture. Et ce changement de posture peut aller jusqu'à dire « oui, je suis en retard, oui, c'est de ma faute, oui, mon réveil a sonné ». Alors c'est une posture qu'il ne faut pas prendre tout le temps, tu l'as rappelé. Ici, je ne suis pas dans une posture en retrait. Je suis dans une posture extrêmement cadrée, avec le chronomètre qui tourne, on a 2 minutes 50. Je suis dans une posture où vous n'êtes pas très participatif, sinon que vous m'avez l'air très éveillé, très intéressé, mais merci beaucoup. Je suis dans une posture où je serai filmé, peut-être rejoué plus tard. Et c'est une posture qui convient tout à fait aujourd'hui et maintenant, je pense. Donc, j'aime parler de 2 postures extrêmes pour faire comprendre ce que sont ces 2 postures. Et je voudrais juste, pour les 2 minutes 22 secondes qui me restent, expliquer comment peut fonctionner une grande classe désynchronisée. C'est-à-dire que souvent, quand les enseignants me parlent d'hétérogénéité, par exemple, je prends un exemple du primaire, ça tous ceux qui ont des enfants comprennent très bien. Vous êtes institutrice de 6e primaire. Vous avez des enfants, vous avez 5 enfants, 5 élèves qui ont un niveau de maths de 3e primaire. Vous avez un CEB à faire passer à la fin de l'année. C'est une injonction contradictoire. L'injonction contradictoire qui est de... Il faut faire dérouler le programme de 6e primaire et noter dans le journal de classe du prof quel jour, quelle leçon. Et il faut prendre l'élève là où il est. Ce sont 2 injonctions contradictoires. Et vous avez certainement dans vos formations d'adultes aussi des niveaux très différents. Eh bien, la grande majorité des enseignants que je rencontre ne s'imaginent pas gérer un grand groupe de 25 élèves. Ils ne s'imaginent pas gérer un grand groupe de 25 élèves qui en seraient à des stades différents d'apprentissage. Rachida au chapitre 12 et Jean au chapitre 8. Pour eux, ça reviendrait à faire 25 cours particuliers, ce qui est impossible. On ne va pas demander à quelqu'un de faire 25 cours particuliers. Ça va aller ici. C'est déjà terriblement difficile, il me reste 1 minute, de tenir un show où le public doit être intéressé, sinon ça veut dire que le comédien n'est pas assez bon. Mais alors, se démultiplier en 25 élèves, c'est impossible. Et donc, quand tu parlais d'autonomie collective, la seule manière de donner cours à 25 élèves de manière désynchronisée, c'est de ne pas donner cours. On peut essayer de tordre le truc de donner cours en disant, tout petit groupe là de niveau, je vais vite vous enseigner les maths 3e primaire pendant que vous... Il y a une vidéo là, attendez, je tourne l'ordinateur, occupez-vous, et je jongle un peu comme un clown avec des assiettes qui essaie de tenir en équilibre sur des pics. Il me reste 15 secondes. C'est impossible. La seule manière, c'est que les élèves puissent se passer de moi et apprendre le plus possible de manière, comment dirais-je, autonome, mais pas tout seul, avec le soutien de leur père. 0 seconde.
En fait, l'expérience, j'ai mis à titre personnel en place un environnement collaboratif pour des collègues qui l'utilisent au quotidien, et c'est aussi la matière que j'enseigne. On s'est posé la question en préparant la conférence, finalement, est-ce que l'outil qui a été mis en place est utilisé? Ma réponse basique était, il est utilisé de base. Donc, la plupart des utilisateurs l'utilisent d'abord, souvent contraints et forcés, parce que dans certains cas, c'est la seule ressource qui existe encore, donc ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de l'utiliser. D'autre part, l'ensemble des fonctionnalités annexes n'est pas utilisé, ou en tout cas très très peu. La réflexion qui arrivait tout de suite après, effectivement, c'était pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas? Parce que d'abord, c'est un nouvel outil. Petite parenthèse, un nouvel outil n'est pas forcément un nouvel outil, soit qui vient de sortir, soit qui vient d'être mis à disposition. Ça peut simplement être un outil qui existait déjà avant, mais qui n'était pas utilisé du tout. Un nouvel outil, c'est du changement. Qui dit changement, dit en général la réticence au changement. On est beaucoup, moi y compris souvent, à ne pas vouloir changer. On a nos habitudes, on a les choses qu'on utilise, qu'elles soient bien ou pas, mais on sait comment faire avec, et donc c'est ça qu'on utilise. La peur du changement aussi, en disant « moi je maîtrise quelque chose, je dois passer sur autre chose », j'ai peur de ne pas retrouver mes marques, de ne pas savoir m'en servir, d'avoir l'air ridicule, tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Donc le changement est rarement, en tout cas, le bienvenu. Si le changement est le bienvenu, deux éléments qui peuvent m'empêcher, moi, d'utiliser l'outil. D'abord, c'est le manque de temps. J'ai envie d'apprendre le nouvel outil, j'ai envie de me servir de ça, mais je n'ai pas le temps entre les cours que je dois donner, ou inversement les cours que je dois suivre, la vie de famille, les préparations, les corrections et tout le reste. Quand finalement, fin de journée, j'ai trouvé une demi-heure, il est trop tard, ou j'ai encore un mail qui arrive, je dois faire quelque chose avant de partir, clairement, je n'ai pas le temps. Parfois aussi, si j'ai le temps, c'est un manque de ressources. Là, je suis assis à mon PC, j'ai le temps de me former, par où est-ce que je commence? Est-ce que j'ai un guide? Est-ce que j'ai une vidéo qui m'explique? Par où est-ce que j'aborde cette forteresse qui est le nouvel outil numérique au sens large? Alors évidemment, on va essayer dans les 2 minutes 30 qui me restent d'avoir quelques clés. Ça passe hyper vite. Je suis d'accord avec l'idée que ça passe trop vite et que c'est trop court. Je vais faire rapide. Donc, première clé, c'est effectivement que je puisse avoir accès aux outils. Que l'outil soit mis à disposition, soit de manière publique, parce que c'est un fournisseur externe qui le met, j'ai accès au Google Labs, j'ai accès à n'importe quoi, soit parce que l'entreprise, l'organisation au sens large, me donne l'accès, avec éventuellement des avantages pour elle de pouvoir réguler certaines choses ou pas. Les deux points très importants, je vais peut-être me concentrer sur ceux-là, c'est informer sur les outils. Donc je dois recevoir l'info que l'outil existe, pouvoir savoir ce qu'il fait concrètement, quels sont ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout masquer les inconvénients au profit des avantages et dire « ça c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est super, il n'y a plus que ça qui compte ». Ce n'est pas du tout l'idée évidemment. J'entends souvent mes collègues dire « comment est-ce que je peux savoir que ça existe ou que j'en ai besoin, je ne sais même pas que ça existe. Si je sais que ça existe, je ne sais pas m'en servir, donc comment est-ce que je peux savoir ce que ça fait ?» On peut aussi éventuellement avoir l'intérêt et l'utilité de l'outil dans une approche pédagogique. Ok, j'ai vu l'outil, je sais à quoi il sert, mais je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en servir, moi, pour donner cours. Je sais qu'un smartphone filme, mais je ne vois pas en quoi ça peut m'aider dans mon quotidien de filmer, de savoir que mon téléphone filme. Je pense que c'est intéressant pour l'approche qu'on aura après aussi. Est-ce que l'outil qu'on m'a mis à disposition, est-ce qu'il est plus ou moins intéressant que celui que j'ai déjà? Est-ce que j'ai besoin de comparaison ou d'autres choses comme ça? Deuxième point super important, on doit former évidemment sur les outils. Le simple fait de dire « ça existe », si on ne m'explique pas comment l'utiliser, ça ne me sert à rien. Donc j'ai non seulement besoin de savoir que ça existe, de savoir en quoi ça pourrait m'aider, mais qu'on m'apprenne à m'en servir sous les différentes formes qui peuvent exister, que ce soit par des formations plus classiques, des petits modules de rencontre, des petits tutoriels rapides, des vidéos de 30 secondes, 1 minute qui se concentrent sur un point précis. Mais il faut que je puisse, moi, aborder le sujet. Et j'ai enfin besoin d'un espace de confiance. Donc c'est un endroit où je vais retrouver un genre de bac à sable, un endroit dans lequel je peux, moi, tester l'outil sans avoir peur de l'abîmer, de perdre des données, d'abîmer les données de mes collègues, simplement où je peux tester tout ce qui me passe par la tête, en sachant que fin de journée, finalement, c'est pas grave, il sera remis à zéro, je n'aurai rien abîmé.
Donc on a introduit l'e-learning dans les cours de français en septembre, donc ça fait, allez, on va dire une année scolaire qu'on le teste. Ouais. Voilà. Merci, c'est pour bientôt. Et ça fonctionne très bien, hein, donc je suis perdue maintenant avec tout ça. Oui, voilà. Donc, on l'utilise principalement pour les stagiaires qui se destinent à une formation d'employé administratif et de comptable. Bien sûr, avant de mettre l'e-learning en place, il y a eu tout un travail en amont qui a dû se faire, puisqu'on a dû collecter, chercher tout ce qui existait comme site en ligne, voir ce qui était intéressant, ce qui n'était pas intéressant pour les exercices, des dictées, etc. Donc, ça nous a déjà pris un certain temps. Et parallèlement à ça, grâce à Aïcha et à Roshan, on a pu se former au Google Apps, puisque c'est avec cela qu'on travaille maintenant pour l'e-learning. Et donc, concrètement, on utilise l'e-learning en général une fois par semaine, donc on consacre un cours sur 4 à l'e-learning dans nos cours de français pour le moment. Et on utilise donc tout l'environnement Google, donc le Drive, Classroom, etc. Donc c'est quoi Classroom? C'est la plateforme qu'on utilise et que les stagiaires utilisent aussi. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle permet notamment de poster des annonces, donc c'est-à-dire de dire ce qu'on attend du stagiaire ce jour-là, de poster des devoirs avec les différents liens d'exercices de français en ligne, de poster des dictées, et de poster également des tests que l'on a fait nous-mêmes, grâce aussi à l'outil Google. Donc voilà. Alors quels sont les avantages? Puisqu'évidemment, si on a mis ça en place, c'est qu'il y avait des avantages. Quels sont les avantages pour les stagiaires d'abord? Mais donc ils ont envie d'utiliser les nouvelles technologies, donc déjà ça les motive. Oui. Puis ils sont beaucoup plus autonomes dans leur apprentissage, ils sont beaucoup plus responsables de leur apprentissage. Pourquoi? Parce que chacun avance à son rythme. C'est-à-dire que si un stagiaire fait 10 exercices et que l'autre en fait 3, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est que finalement, au bout d'un certain temps, ils aient acquis la matière. L'avantage, c'est qu'ils peuvent refaire les exercices plusieurs fois, alors que sur papier, il faut typexer si on veut commencer à refaire l'exercice. Donc là, ils peuvent refaire les exercices autant de fois qu'ils veulent, à la maison s'ils le veulent. Ils peuvent refaire les dictées, ils peuvent refaire les tests, donc ça, c'est vraiment bien. Ils peuvent trouver la théorie, donc ils peuvent vraiment travailler en autonomie. Okay. Les avantages pour le formateur, évidemment, il y en a aussi. Donc déjà, c'est chouette aussi pour nous d'utiliser les nouvelles technologies. Ça casse la routine habituelle de toujours donner cours, gérer de la même façon. Il y a un énorme gain de temps au niveau des corrections, puisqu'on utilise un système de correction automatique, Flubarou pour ceux qui connaissent, et qui permet de corriger, que ce soit 5, 50 ou 100 copies, ça prend le même temps pour corriger les copies, donc ça c'est vraiment un gain de temps. Et puis c'est motivant pour le formateur aussi de voir que les stagiaires sont motivés, donc je veux dire c'est chouette aussi de voir que ça fonctionne et que ça les motive. Alors évidemment, il y a des avantages, il y a toujours quelques inconvénients aussi. Par exemple, c'est toujours les problèmes de réseau. Si évidemment le réseau est down, c'est un peu plus compliqué de faire de l'e-learning, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Et au niveau des sites de français en ligne, il y a encore beaucoup de sites qui ne tiennent pas compte de la nouvelle orthographe. Donc ça, voilà, il faut être vigilant à cela et prévenir les stagiaires par rapport à ça. Et alors au niveau du feedback des stagiaires, c'est vraiment très 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 positif. Donc à la fin de chaque module, on demande aux stagiaires de remplir une petite enquête de satisfaction. Et ils sont vraiment super positifs par rapport à l'e-learning. Il n'y en a aucun qui n'a jamais dit que ça ne lui servait à rien, que ça ne lui avait pas rien apporté. Donc ils sont vraiment demandeurs. Pourquoi? Ils disent aussi que c'est plus ludique, que c'est moins monotone que les exercices en classe, qu'ils peuvent s'entraîner à la maison, donc tout ça vraiment c'est positif pour eux. Par contre, ils soulignent quand même que c'est important pour eux d'avoir un formateur qui est présent, au cas où il y a des questions, etc. Donc c'est clair que ça peut être utile quand un formateur est absent, mais c'est principalement, voilà, on l'utilise principalement quand le formateur est là, et comme ça il peut répondre aux différentes questions. Et ce qui est assez chouette aussi, c'est de voir que les stagiaires qui ne font pas d'e-learning sont jaloux, entre guillemets, des autres stagiaires et demandent à leur formateur pour en faire aussi. Et donc ça, je pense que c'est pas mal. Voilà, fini. Bonjour à tous. Bon, voilà, pour d'abord définir, moi je suis formateur en construction, en plafonneur cimentier, qui est un métier fort manuel, où la gestuelle est
Pas compris. Parle plus fort. Oui? Ah bon. Donc, où la gestuelle est très importante, et je constatais souvent que mes stagiaires avaient beaucoup de mal et une grosse crainte de me demander de venir à chaque fois remontrer l'exercice, remontrer la technique de la gestuelle adéquate par rapport au métier. Et ils se retournaient vers le web. Donc, ils allaient sur YouTube et ils allaient regarder des vidéos qui, malheureusement, ne sont pas toujours adéquates par rapport au métier. Donc, il y a des bricoleurs qui mettent des vidéos ainsi en ligne. Il y a des gens très bien aussi, hein, il y a des vidéos qui sont très bien faites. Mais je trouvais que j'avais comme réponse ah ben j'ai été voir sur YouTube, monsieur, et j'ai vu qu'on faisait comme ça. Je lui dis non. Écoute, tu dois partir à partir de bonnes bases. C'est pas calqué par rapport au métier exactement. Ce sont des bricoleurs qui ont fait ça, même ils sont de bonne volonté. Ce n'était vraiment pas proche au métier. Et donc, j'ai décidé, en apprenant que Lydie avait réalisé des tutoriels relatifs à la prise en charge de capsules vidéo, hein, la réalisation de capsules vidéo. Donc, elle est venue en stage chez nous et je l'ai visionné ces capsules vidéo avec l'aide de mon collègue Simon. On a décidé de mettre en place des capsules vidéo se liant parfaitement au référentiel de formation. Comme ça, on était vraiment... les stagiaires étaient demandeurs de pouvoir visionner ça régulièrement. Et l'avantage des capsules vidéo, c'est qu'on pouvait les visionner sur n'importe quel support, que ce soit en vidéoprojection en salle de cours, que ce soit sur des écrans. Parce que dans notre centre, nous avons mis en place un écran mobile qui peut circuler dans l'atelier et qui permet aux stagiaires de voir en continu la vidéo en boucle tout au long de sa formation par rapport au moment donné de la formation. Donc, au départ, on a visionné les capsules vidéo. Et puis, on s'est rendu compte que c'était très, très facile, très simple d'utilisation. Par rapport à moi, personnellement, j'ai utilisé avec mon GSM, quoi. Et c'est très bien expliqué et franchement, c'est à la portée de tout formateur. D'accord ? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder justement une des capsules vidéo que j'ai réalisées, que j'ai réduit fortement. Une capsule, en général, fait entre 7 et 10 minutes. Ici, je l'ai réduit au plus court possible en 2 minutes. Et vous allez vous rendre compte que c'est très simple à faire. Et alors, les capsules vidéo ont été mises en ligne sur la chaîne YouTube. Et alors, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel je diffuse les capsules vidéo et où les apprenants peuvent intervenir, apporter aussi de leur expérience ou éventuellement, lorsqu'ils ont trouvé un emploi, pouvoir informer les autres stagiaires de possibilités de stage ou d'offres d'emploi dans leur société ou ainsi de suite. Voilà. Bravo. Dans 5 minutes, hein. Je t'arrêterai dans 5 minutes. D'accord, j'ai la parole là. Oui. D'accord. Bon, moi, peut-être que je ne vous parle pas tout à fait de la même chose que ce dont vous avez parlé. Bonjour à tous d'abord, excusez-moi. J'ai eu beaucoup de problèmes de son, je n'entendais pas très bien ce qui se disait. Hein. Donc c'est pour ça que je n'ai pas posé de questions. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que il faut concevoir que dans toutes les sociétés, quel que soit le niveau culturel, le niveau de développement, etc., chaque personne apprend tout au long de sa vie et dans la vie quotidienne et très loin souvent de l'école, très loin de l'école parce que dans des organismes de formation, parce que par exemple en Afrique, hein, moi je suis originaire de Djibouti, la formation de l'école c'est chose pour 3% de la population à peu près. Hein. Donc, je vous renvoie à un texte de Peter Hallett sur les résumés, j'ai mis les liens, qui explique que il ne faut pas penser en termes d'éducation, il ne faut pas penser en termes de formation, mais il faut penser en termes de apprentissage au pluriel tout au long de la vie. Alors,
je vais parler de l'expérience en second lieu, de la création d'une communauté sur Internet qui s'appelle Co-construire de nouveaux savoirs à partir de nos expériences. Là, pareil, je vous ai mis le lien sur mon intervention. Le but, c'était que chacun ancre de nouveaux savoirs sur les savoirs qu'il porte, mais en même temps qu'il partage les savoirs qu'il porte. On ne peut pas dire que cette communauté se soit beaucoup centrée sur les savoirs d'expérience de chacun, parce qu'il y a une grande réserve de chacun à mettre à jour ses propres savoirs et à se mettre en avant comme sujet singulier parce que l'école ou même la formation a complètement nié la singularité des individus au profit d'un homme général, ou un élève, ou un apprenant, ou un formé, ou ce qu'on veut, un peu moyen. Donc, cette communauté, elle a fonctionné à partir du MOOC ITIPA, Internet outillé pour apprendre. Dans le MOOC ITIPA, les gens étaient, moi j'étais sidéré parce qu'ils avaient une soif d'outils, mais incroyable, d'outils numériques bien sûr. Hein. Ils voulaient connaître le dernier truc, le dernier machin, comment s'en servir, etc. Et ils se partageaient des outils. Bon, mais les outils, c'est fait pour quoi? C'est souvent des outils très sophistiqués, hein, sophistiqués. Pour moi, si on veut partager avec des gens, il faut que les outils soient simples. C'est pour ça que, bon, moi personnellement, j'utilise Google parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus partageable avec tout le monde, sans s'inscrire, sans ci, sans ça. Chacun est à même de participer selon son désir et de ne pas participer, de lire même, de lire quand ça lui chante, et voilà. Donc co-construire, ça a été un peu l'inverse de ITIPA, c'était pas spécialement centré sur les outils, mais il y a eu des partages d'outils, ça aboutit même à une sorte d'université d'été ici à Cargèse encore, et ça a aussi produit deux projets. Un premier projet de collège, co-collège, qui soit complètement différent, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans, qui soit complètement différent de ce qu'est le système de formation français, qui soit international, qui soit numérique, beaucoup numérique, et qui soit partage entre un jeune français ou belge ou n'importe, et un jeune chinois, un jeune djiboutien, un jeune ou des adultes. Voilà. Ce projet a échoué pour des raisons compliquées. Et dernièrement, il y a à peu près quelques mois, on a décidé de transformer ce projet, d'en faire un SPOC, c'est-à-dire dans un premier temps quelque chose de limité à une centaine de personnes, jeunes ou adultes, projet qu'on a appelé Entreprendre. Pour développer à la fois la dimension singulière de chacun et les dimensions collectives, culturelles, à géométrie variable. On appartient à plusieurs sortes de groupes, parfois de façon tout à fait contradictoire. Hein. Et on n'a pas conscience des présupposés dans lesquels on vit. Et ce MOOC, il est entre pour l'instant, il est entre la France et Djibouti, il peut être aussi en Belgique, hein, il n'y a pas de souci, ou en Chine, parce que entreprendre, c'est d'abord entreprendre pour apprendre. Les jeunes d'Europe vont créer des mini-entreprises avec les jeunes de Djibouti. Hein. Djibouti, c'est en Afrique de l'Est, entre la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée, en face du Yémen, là où il y a la guerre.
Donc, ils vont créer ensemble des mini-entreprises et à partir de cette expérience de création, de processus de création qui vont procéder entre jeunes d'Europe et jeunes d'Afrique, avec toutes les présupposés d'échanges interculturels que ça représente, ils vont apprendre ce que c'est une entreprise en France, en Belgique, et ce que c'est qu'une entreprise à Djibouti. C'est comme ça qu'ils vont apprendre, parce qu'ils vont mettre à distance ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir, ou ce qu'est la réalité dans laquelle ils vivent eux-mêmes. Donc je vais d'abord commencer, si vous voulez bien, par revenir sur les propos des orateurs qui nous ont fait l'amitié de partager des expériences très pratiques. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent, les universitaires, ils parlent de plein de choses, mais ils ne font pas. Alors que là, on a des praticiens, des gens qui font, des faiseux, quelque part. Alors, paraît-il que Dieu a mis 7 jours pour créer le monde. Je pense que sur le monde pédagogique numérique, là, on va essayer de voir en 7 jours ce que nous proposent nos amis. Alors, lundi, premier jour, Jacques nous dit « tout est possible », scénario ouvert. Donc, il y a une première étincelle qui Fiat Lux, c'est le côté aussi un peu sulfureux. Je suis en capacité d'aller défier mon autorité lorsque l'intérêt pédagogique supérieur est en jeu. Ce qui nécessite, on le voit là, dès à présent, ce que j'appellerais une sécurité ontologique du formateur, être en capacité de se positionner. Et donc, un travail, une assurance personnelle dans la vie, une sécurité pour pouvoir dire ça c'est important et je m'y tiens et je le ferai. Et donc on sent qu'il y a cette prise de risque, cette volonté-là qui est très très forte. Il nous parle également quelque chose, et c'est très lié en fait, dans cette posture de la liberté de l'homme pour apprendre. Il nous parle de son SRL, Self-Regulated Learning, donc c'est une posture également, donc qui est très chère quand on parle d'apprenance, c'est les dispositions pour apprendre. Moi, ça me parlait beaucoup, tout ce qui a été dit. Et moi, je fais un lien également entre ce qui a été dit et puis les démocraties dans lesquelles nous vivons. Moi, je pense qu'il y a un lien très étroit entre les formes pédagogiques collaboratives, les façons d'apprendre d'apprendre ensemble, en quelque sorte, dans une salle, et puis qu'est-ce qu'on retrouve ensemble dans le pays et dans la démocratie. Et donc, les approches qui nous sont proposées, avec cette difficulté de l'effacement du formateur, tel que ça a été indiqué, me semble tout à fait utile d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que peut-être on commence déjà par là à laisser de la place à l'autre pour apprendre. Voilà, ça c'est la question. Alors la question technique pour les formateurs, c'est comment créer des environnements à habiter. On peut imaginer que nos stages, nos dispositifs, nos formations soient des lieux à habiter. Quelle place laisse-t-on aux stagiaires? Quelle maîtrise d'usage invente-t-on? On a traditionnellement dans la formation une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Celui qui commande ce qui doit être appris et celui qui répond à ce qui doit être appris. On oublie souvent la maîtrise d'usage. Il est certainement intéressant de faire évoluer cette dimension-là en créant une maîtrise d'usage. Et la maîtrise d'usage, elle doit être portée par l'habitant du stage. Donc on peut aller très très loin dans ce type de pédagogie de scénario ouvert. Moi, dans ma carrière, je suis même allé jusqu'à laisser du budget de formation à gérer à des cadres qui devaient se former, en leur disant, voilà, vous avez 3 000 €, le scénario pédagogique ou les intentions, c'est ça, maintenant répondez-moi. Donc on peut oser, on peut essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, faire ce type de pratique, moi je me suis tout à fait retrouvé dans ce que nous a proposé Jacques. Alors le mardi, deuxième jour de la création, John nous dit qu'il nous faut changer de posture. Il nous parle des peurs qu'on peut avoir face à un cadre vide. Il est un peu dans la même philosophie que Jacques, d'une certaine façon. Et se changer de posture, moi, ça me faisait penser à Gandhi qui nous disait se changer soi-même pour changer le monde. D'une certaine façon, ça commence par soi. Si on veut changer l'éducation, les systèmes scolaires ou des systèmes qui nous conviennent moins, on commence par soi-même. C'est ce que nous invitait à faire John. Et d'ailleurs, John, à un moment donné, à une question de l'auditoire, répondait plutôt par une question que par une réponse. Et ça, c'est la posture maïotique, d'une certaine façon, qu'on peut adopter ou réadopter, parce que c'est pas tout nouveau. Moi, Roshan me présentait en charge de l'innovation. Moi, je pense qu'il y a peu d'innovation en pédagogie. Il y a plutôt, je parle plus modestement, de diversification des apprentissages, parce qu'on réinvente en permanence, on redécouvre,
mais il faut faire ce chemin par soi-même. Hein, donc ça, c'est intéressant. Donc la question qui nous est posée, c'est la question de la régulation, par John, c'est la question de la régulation des rythmes, la question du cadre, et quel est ce cadre qu'on va offrir pour que à la fois chacun avance en même temps et se retrouve et se dépasse lui-même. Voilà. Donc là, il y a des travaux qui ont été faits par François Fourcade au Centre d'innovation et de recherche en pédagogie de Paris sur ce cadre ouvert, comment on le crée, comment on crée des situations apprenantes. Troisième jour de la création de notre monde pédagogique numérique, Fabrice nous dit « Attention, il faut des outils ». Et il a bien raison, il nous faut des outils. Alors, les outils, ça ne fait pas tout. Il nous l'a décrit brillamment avec l'histoire du marteau-piqueur, hein, c'est exactement ça. Un outil numérique ne fait pas un pédagogue. Par contre, un pédagogue peut peut-être éventuellement trouver des bons usages à des outils, mais faut-il encore apprendre cela? Sur les outils, moi, ça m'a fait penser aux travaux de Leroy-Gourand, qui est un spécialiste des outils préhistoriques, hein, et il dit avec le silex, on apprend à faire le feu. Puis après, il y a un deuxième élément, c'est qu'avec le feu, on apprend à manger chaud. Et puis troisièmement, il y a un effet induit qu'on n'avait pas prévu au départ, qui sont les ombres sur la caverne qui stimulent notre imagination. Et je pense que les outils numériques et collaboratifs sont de ce même registre. C'est-à-dire qu'on envoie des possibilités opérationnelles, on envoie des usages collaboratifs, on ne voit peut-être pas encore toute la masse de possibilités que ça provoque, que ça induit, et toute l'imagination qui est possible. Donc, quand on est sur les outils, on est aussi dans le cadre de l'apprentissage, par imitation, hein, ce qui nous a décrit. Certains chercheurs parlent de zone proximale de développement, c'est-à-dire qu'on est à côté les uns des autres, et puis parce que le contact social est proche, eh bien, on peut s'inspirer, repérer ce qui est fait. On peut aussi faire attention qu'il faut plusieurs outils, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un outil qu'on imposerait à tout le monde. On en a fait l'expérience en France lorsqu'il y a eu un plan informatique pour tous, où on a donné à tout le monde des tas d'ordinateurs, il n'y a eu aucune formation, aucun accompagnement. Hein. On sait que si le seul outil dont on dispose est un marteau, tous les problèmes pédagogiques auront une tête de clou. Donc la question c'est, quels sont les outils, les bons outils? Parfois il faut des outils simples, pas forcément des outils sophistiqués, des choses qui peuvent être robustes. Commencer avec des premiers succès faciles pour avancer et ça sera déjà très très bien. Voilà. Pour le jeudi, je pense que là c'est Anne-Françoise qui apporte sa pierre à la création du monde pédagogique. Elle nous apporte la distance, l'hybridation, la combinaison quelque part hein, de ce qui se passe en proximité, donc la formation à distance, elle a de cela d'intéressant que finalement elle nous oblige à repenser la proximité, à repenser qu'est-ce qui fait qu'on est en groupe, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu ensemble. Finalement, pourquoi est-ce qu'on se réunit alors qu'on a tout à distance, tout en ligne? Et elle nous dit, malgré tout, le formateur est extrêmement utile et pertinent. Et pourquoi il est extrêmement utile et pertinent? Parce qu'il se produit dans l'interaction humaine ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, c'est-à-dire qu'en échangeant nos difficultés, nos questions, eh bien, on apprend mutuellement, on peaufine nos éléments, nos analyses. Et puis, on casse la routine. Et ce qui est intéressant également dans l'expérience que nous raconte Anne-Françoise en filigrane, c'est l'introduction du changement dans une institution, par petites touches, sans faire de bruit, pratiquement dans un interstice organisationnel. Ça, c'est quelque chose, moi je travaille beaucoup à cela dans mon institution. On fait des cours de pédagogie à personne, on fait les choses. Si les choses sont bonnes et de qualité, elles donnent envie d'être imitées, c'est ce qui a été un peu indiqué, ça donne envie. Donc c'est une bulle contaminante, en quelque sorte, qui progresse par elle-même. Alors, le 5e jour de la création, c'est le vendredi, et c'est Frédéric qui s'intéresse aux activités pédagogiques. Et ce qui est marquant dans la posture de Frédéric, c'est vraiment la volonté du don et du partage. Parce que qui d'entre nous va passer une journée pour faire une vidéo de 8 minutes c'est pas si fréquent que ça. Cette posture-là, elle nous pose la question de toute la propriété intellectuelle de la connaissance. Hein. Il y a tout ce mouvement Creative Commons dont vous avez certainement entendu parler, où finalement,
la connaissance, c'est un peu comme l'amour, hein, plus on le partage, plus ça grandit. Et on est un peu là-dedans dans ce que nous raconte Frédéric. C'est aussi l'idée, et on voit que cette idée-là est forte, hein, puisque Wikipédia, ça a moins de 15 ans d'existence, ça a laminé littéralement des encyclopédies qui avaient 200, 250 ans de vie. Donc on voit que la force du partage, elle est bien présente, et c'est certainement une des valeurs dans lesquelles se rassemble la communauté des formateurs. Moi, j'aurais bien aimé poser la question à Frédéric, pour aller plus loin, ça serait une sorte de défi que j'aimerais lui donner. Et si les tutoriels étaient fabriqués par les apprenants eux-mêmes, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que le formateur, quand il crée sa situation pédagogique, il n'apprend pas de ses erreurs, de ses difficultés, de voir comment ça se passe? Question, hein, je ne sais pas si c'est possible ou facile, mais c'est une sorte de petit défi comme ça que je poserai à Frédéric. Est-ce que c'est possible d'envisager ça? Voilà. Le samedi, c'est Marie-Antoinette. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de... pardon? Marie-Antoine, décidément. Qu'elle me coupe la tête. Si, j'en suis désolé. Alors, Marie-Antoine, elle revient sur quelque chose qui est quand même essentiel, c'est le travail. C'est-à-dire que très souvent, en tout cas pour moi et les équipes avec lesquelles j'interagis, on oublie un tout petit peu le travail parce que les formateurs, ils se décentrent, ils se spécialisent, ils deviennent des experts en pédagogie, en méthode, on oublie le travail. Et elle nous rappelle avec force, attention, revenons sur le sens des contextes, apprendre en entreprenant. Moi, c'est ce que j'ai entendu, je trouve que c'est effectivement, on apprend dans l'action, revenir à l'essentiel, au simple, au travail. Et elle nous propose des méthodes, du SOSI par exemple, retour sur le travail, l'expérience incorporée. Hein, on apprend quand on est dans l'action. C'est des fondamentaux, mais on apprend quand on est dans l'action. Voilà. Alors dimanche, dans l'histoire, hein, il paraît-il que c'est un jour pour se reposer. Moi, je le prends, ce jour. Et je pense que c'est quelque part dans ce monde numérique, attention à ne pas s'épuiser. On a un volume d'outils, de techniques, de pratiques qui sont absolument colossaux. Et des vidéoprojecteurs interactifs, et des logiciels gratuits, et des bases à distance, et des fonctions d'idéation, de post-it, de vote. On a énormément de matière. Donc attention à ne pas s'épuiser. Pour ma part, je pense que le formateur est irremplaçable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, une machine, un outil, un ordinateur, un processus ne peut le remplacer. Parce que le formateur, il est singulier, affectif, irrationnel. Il écoute vraiment les gens, hein, il ne fait pas des réponses types. Il fait des liens pas prévus par la machine. Hein, la machine, elle fait des liens d'après des algorithmes. Donc, quelque part, cette dimension facétieuse, quelque part, du formateur, elle me semble tout à fait importante et tout à fait intéressante. Voilà. Ce qui me semble naître et d'être le plus intéressant dans cette dimension pédagogie numérique, c'est moi ce que j'appelle une forme de sociodidaxie. C'est-à-dire qu'on apprend avec les autres de plus en plus, hein, dans les différentes expériences qui ont été soulignées. On voit apparaître à côté d'une forme d'autodidaxie, une sociodidaxie. On apprend avec les autres de plus en plus. Et les formateurs deviennent des metteurs en scène de situations d'apprentissage, de situations où développer toutes ses compétences, tout son potentiel, toutes ses capacités. Donc dans mon équipe de recherche, on parle d'environnement capacitant, c'est-à-dire comment bâtir des environnements pour que les apprenants développent leurs propres compétences d'auto-formation, self-regulated learning. Donc on s'appuie beaucoup sur les travaux de Bandura, notamment, hein, sur le sentiment d'efficacité personnelle, les ressources de l'environnement, donc environnement personnel d'apprentissage, hein, qui ont été cités. Et donc, on décale un peu le rôle dans cette perspective du formateur comme étant une personne qui va non pas diffuser des savoirs, mais aider les participants à les construire par eux-mêmes. Donc c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il faut lâcher prise, hein, ça a été dit, mais il faut laisser advenir, donc faire confiance à des émergences. Ça rejoint cette idée, les travaux de Francisco Varela, hein, qui est un expert du cerveau, qui nous dit finalement, notre cerveau, il est en interaction continue avec notre environnement, 4 à 40 Hertz de tension électrique permanente. Tout moment de vie est un moment d'interaction, un moment d'apprentissage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance-là? Comment on permet de stimuler ce cerveau pour que les participants utilisent à plein?
Voilà un petit peu les retours que je voulais faire par rapport à nos intervenants, en essayant de ne pas avoir trop trahi leurs pensées, leurs approches.